Voilà, de retour sur notre plateau. Là, tout de suite, nous allons parler d'architecture et surtout de la participation au Batimatech, une nouvelle édition du Batimatech, 17e édition. Avec nous, donc, des invités pour en parler. Monsieur Hamid Zegen, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Bien, merci. Vous êtes donc architecte, exposant au Batimatech, Bativer, c'est cela? Exactement, Bativer. Oui. On expose depuis le début de ce salon, qui est à la 16e ou 17e édition. Voilà. Donc, voilà. Et puis, vous êtes accompagné de Hadi Daoudi. Bonjour. Monsieur Daoud. Daoud. Voilà, Oui. merci. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Vous êtes donc architecte également et commissaire de cette belle exposition dont nous allons parler tout de suite. Très bien. Donc, une belle exposition. Le vernissage, ça sera donc aujourd'hui à la SAFEX, bien entendu, et surtout au niveau donc, de votre stand. Exactement. Le vernissage est prévu donc aujourd'hui à 17h. On attend beaucoup de monde. On nous suit déjà en direct en plus au niveau de votre stand. Là. Les collaborateurs viennent me dire que c'est retransmis sur le stand. Hein, d'accord. Voilà. Donc il va y avoir du monde pour cette exposition à partir de 17h. Et c'est ce qu'on recherche. On recherche la rencontre, le débat, provoquer la discussion, pousser les gens à se parler. Très bien. Alors, vous me disiez justement que c'était donc la 17e édition, mais vous en avez fait depuis le début de ce rendez-vous donc, concernant le bâtiment. Le Batimatech, à chaque fois, vous êtes présent. Exactement. On va dire qu'on a grandi, Bativer a grandi au rythme de la croissance du Batimatech. Et à chaque fois, c'est une nouvelle édition avec vous, de nouvelles idées. Vous avez créé justement une galerie. Exactement, depuis des années, régulièrement. On a une galerie qui occupe le cœur de notre stand. D'accord. C'est un espace qu'on offre gracieusement aux artistes. D'accord. Pour diverses raisons, parce qu'on est passionné par l'art. Art et culture, hein. Art et culture. Et donc, on souhaite provoquer le débat, créer un espace de rencontre, d'échange, et peut-être aussi faire réfléchir les personnes et les faire revenir à des idées très très simples. L'acte de bâtir, c'est un acte aussi artistique. Tout à fait. Et on a tendance à l'oublier, quoi. Voilà. Alors cette année, vous avez choisi comme thématique pour votre exposition, à votre galerie au niveau du stand, le Corbusier et Alger. Donc une belle exposition consacrée au Corbusier. Donc vous en êtes le commissaire. Exactement. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment. Et puis c'est M. Zegen qui m'a permis de le mettre en scène sur son stand. Et pourquoi? Parce que le Corbusier, tout le monde en parle depuis des années, toutes les générations confondues. Et à un moment donné, à force d'entendre que le Corbusier a construit l'Aérohabitat ou le Sacré-Cœur, il faut rétablir les choses. Il faut rétablir la vérité. Le Corbusier n'a rien construit en Algérie. Donc à un moment donné, il faut comprendre que c'est ses élèves qui ont suivi sa doctrine et sa pensée, qui ont tellement été imprégnés de son travail, qui ont continué à prolonger son travail jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein, ça continue. En tout cas, ça reste un grand architecte et dans le monde entier. Du XXe siècle. Mais non seulement un grand architecte du XXe siècle, mais surtout un avant-gardiste, parce que il était précurseur dans le béton. Non, il a travaillé chez Auguste Perret, qui était le précurseur du béton armé et du système poteau-poutre. Et c'est ça qui l'a conditionné, qui l'a fait inventer, si je puis dire, les 5 points d'architecture. En fait, c'est pas lui qui les a inventés, mais il a résumé une pensée de l'architecture moderne. Donc les 5 points d'architecture qui sont exposés dans la première partie de l'exposition, à travers le projet de la Villa Savoie, c'est la maison c'est les pilotis, c'est la façade libre, le plan libre, la fenêtre bandeau et le toit terrasse. Donc c'est 5 points d'architecture qui synthétisent l'architecture moderne et qui ont été repris depuis des années jusqu'à aujourd'hui par tous les architectes dans le monde entier. Ensuite, il y a des variantes esthétiques, mais les fondements de ces points d'architecture sont utilisés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et cette pensée est utilisée jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la deuxième partie de l'exposition, c'est un peu plus sur le plan de l'urbanisme, donc c'est le projet Obus. Donc le projet Obus, c'était un projet qui était, comme son nom l'indique, qui était censé pulvériser tous les acquis et toutes les idées reçues, les idées d'urbanisme qu'on avait avant l'époque moderne. Donc pourquoi? Parce qu'il était avant-gardiste. Donc le fait qu'il soit avant-gardiste, c'est
le fait qu'il pense à la vie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en dans les années 20, il pensait déjà aux problèmes d'automobile dans la ville, donc du coup, d'où les pilotis, c'est-à-dire surélever les bâtiments pour que les voitures passent en dessous, Voilà. donc se désolidariser du sol. Il pensait aussi aux problèmes, comment ça s'appelle, aux problèmes de fonction dans un bâtiment, c'est-à-dire qu'il a réalisé des bâtiments où il y avait une école primaire à l'étage, ou une piscine, ou des équipements administratifs à l'intérieur du bâtiment. Ou une crèche, par exemple. Par exemple. Non, mais c'est vrai, Ah ouais. ça, il les a réalisés à Marseille. Hein. Oui, Donc, dans l'unité d'habitation. d'habitation. Donc, du coup, il pensait vraiment à optimiser et à améliorer le cadre de vie des gens dans le cadre de la cellule de l'habitation, mais développé à grande échelle, c'est-à-dire l'urbanisme. Voilà. Et dans le Construire plan, utile voilà. et réfléchi. Exactement. Ouais. Et dans le cadre de l'urbanisme, bon, c'est vrai que le projet du plan Obus sur Alger, heureusement que ce projet n'a pas été réalisé. Je pense que tout le monde le pense, mais en même temps, il a permis de sortir des idées c'était une base de travail, une base d'idées qui sert jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était vraiment, pour l'époque, c'était révolutionnaire. Encore une fois, aujourd'hui, pour les visiteurs de cette exposition, tels que vous, des architectes, des gens qui sont dans le bâtiment, pouvoir aussi réfléchir et encore une fois accompagner justement le citoyen à mieux vivre dans l'avenir avec son habitation, avec aussi l'écologie. Aujourd'hui, il aurait été aussi défenseur de l'écologie, hein, j'imagine. Exactement. Ouais. Bah, écoutez, j'aimerais rajouter quelque chose aussi. Le Corbusier, pourquoi le Corbusier? Pourquoi cette expo? Et c'est pour ça que quand tu as dit Daoud m'avait proposé cette expo, on l'a accueilli très très vite. Le Corbusier aussi, c'est sa source d'inspiration. Un artiste avant tout aussi. C'est en grande partie la Casbah et l'homme Zab. Pour un Suisse, le toit terrasse, ça n'existe pas en Suisse. Oui. Donc le toit terrasse, il a été le chercher chez nous. Donc le Corbusier, c'est quelqu'un de très reconnaissant, qui reconnaît dans ses textes, dans ses déclarations, que sa source d'inspiration, c'est l'homme Zab, c'est Gardaïa, c'est Bene Isgen, c'est la Casbah. Et tout ce côté dépouillé de son architecture, toute cette blancheur, toutes ces lignes. Il s'est inspiré un petit peu de Énormément. notre habitat et Énormément. l'intelligence. Il a repris tout ce qui était donc utile Exactement. pour le citoyen. Il l'a reproduit, bien sûr, à sa façon pour en faire des chefs-d'œuvre aujourd'hui dans l'architecture moderne. Exactement, exactement. Et donc le Corbusier a réalisé énormément d'œuvres à travers le monde, et malheureusement, comme Oui, dit Ali, pas en Algérie. pas en Algérie, mais disons que C'est l'Algérie... vrai qu'on a toujours tendance à confondre entre Oscar Niemeyer, Exactement. Pouillon, On fait- toutes les on fait réalisations des qui existent. On se confusions. dit, ah, peut-être que je crois que c'est Corbusier qui a Oui, fait ça. mais le Corbusier, c'est rempli, c'est ressourcé énormément. Je pense que l'Algérie, c'était quelque chose de très très important pour lui. Il a été même... Oui, il a fait frustré. il a fait 4 voyages, mais ça a marqué sa vie. Ça a marqué D'accord. sa Ouais, vie. ça a marqué sa vie. Et il a voyagé dans le monde entier, donc pour l'époque, dans les années 20, c'était pas courant. Hein. Bon, bien sûr, il est issu d'une famille bourgeoise, mais pour l'époque, il avait une pensée déjà mondialiste dans les années 20. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment très très loin, et il voulait vraiment que tout le monde, que chaque personne, riche ou pauvre, ait accès à un logement décent et bien étudié, c'est-à-dire autant dans ses proportions que dans sa fonctionnalité. Exactement. Et c'est ça qui fait vraiment sa valeur. C'est pas tel ou tel projet, quelqu'un qui peut regarder un projet et qui dit c'est beau, c'est pas beau, c'est pas ça. C'est toute la pensée et le travail qu'il y a derrière, parce qu'il n'était pas que architecte, il était artiste, il était hein, peintre, aussi, il était artiste sculpteur, peintre. il était écrivain, homme de lettres, il était Il a fait des études d'art avant de faire architecture. Oui, en fait, son père était orfèvre, il a fait des études d'art, et ensuite, donc, il a commencé par la peinture, et notamment le cubisme, et ensuite, c'est à partir du cubisme qu'il a édité un manifeste qui s'appelle Après le cubisme, parce qu'en fait, il trouvait que c'était trop chargé, donc après, il a édité une revue qui s'appelle L'Esprit Nouveau, et et puis il a fondé un mouvement aussi dans les années 20 qui s'appelait le purisme, donc c'est-à-dire épurer tout son travail au maximum. Donc c'est à partir de là qu'il a commencé à travailler. Et puis il y avait une dimension aussi, son architecture. une dimension politique. Le Corbusier était pour l'émancipation des populations indigènes en Algérie, des populations locales. Oui, bien sûr. Et je pense que si en Algérie il n'a pas réussi à construire quoi que ce soit, c'est aussi pour ça. Il le sous-entendait, hein. Donc la population locale, donc les Algériens, nous autres,
Il voulait probablement construire pour un pays libre, non exactement, un pays libre, pays colonisé. Exactement. Je pense que ça a été peut-être dit. Ça se voit dans le plan but, parce que exactement, dans le plan but, il devait raser la Babylone. Il a rasé tous les exactement, immeubles. Tous les immeubles européens, coloniaux devaient les raser. Et il a entouré la Casbah pour la protéger, et il a maintenu la Casbah. Il a été même plus loin. Bon, c'était un peu radical quand même comme geste, hein, mais Corbusier a toujours été quelqu'un de très... Mais parce que sa vision de l'avenir était plus forte que sa pensée du présent. Effectivement. C'est-à-dire que pour lui, un geste radical dans le présent comme ça, c'était pour préserver l'avenir en fait. Donc c'était pas pour détruire, pour dire voilà c'est moi qui ai fait tel endroit, c'était vraiment pour penser à l'avenir. Bon aujourd'hui, bon par contre donc il a construit en Inde aussi, il a construit Chandigarh que j'ai eu l'occasion de visiter. C'est impressionnant, amener comme ça l'architecture de Corbusier dans un endroit complètement éloigné de la civilisation européenne, même de notre civilisation, moderne. On va dire de la Méditerranée. Oui. Chandigarh, c'est le Pendjab, c'est les contreforts de l'Himalaya. Et là, on est subjugué. Un climat particulier. Exactement, un environnement particulier, une culture particulière, une végétation particulière, un panorama particulier. Et là, c'est ça aussi la force de Corbusier, c'est quelqu'un qui est sûr, convaincu. Qui est sûr, même un peu trop, quoi. Et là, il va nicher carrément une ville. Donc, ça a été une commande du gouvernement du Pendjab, qui est un État de l'Inde. Donc, ils lui ont commandé une capitale, comme Oscar Niemeyer a fait Brasilia. Voilà. Donc, construire une ville de toutes pièces, entière. Voilà, c'est extraordinaire. C'est un défi, en tout cas, qui s'est lancé. Il y a une facette que les gens ne connaissent pas de lui, c'est qu'il était aussi industriel. Et ça, on en parle très rarement. Il avait une fabrique de briques. Il se lançait dans des entreprises industrielles. Il s'associait avec des personnes. Et ça montre encore une autre dimension, c'est-à-dire à la fois artistique, intellectuelle, mais aussi entrepreneur. Il s'est travaillé aussi avec ses mains. Voilà, non, avec ses mains. Voilà. Avec ses mains, au fait, ça fait partie de ces personnages qui n'existent plus maintenant de nos jours. Il fait tout. Ces personnes qui savent tout faire. Designer. Oui, alors le mobilier, son mobilier qui est très tendance à ce jour. Extraordinaire. Donc, extraordinaire. Alors on va retrouver tout cela dans votre exposition. Malheureusement, comme tu dis, dans cette expo, il y aura la première partie qui explique en fait. L'objectif, c'était donc de bien expliquer qu'il n'a rien construit à Alger, de montrer les 5 points d'architecture, de les résumer pour qu'on comprenne un peu l'essence de sa pensée, et puis ensuite de montrer la deuxième partie, le projet d'urbanisme sur Alger, qui n'a pas été réalisé, et avec des photos d'immeubles qui ressemblent beaucoup à l'aérohabitat, pour bien comprendre aussi que c'est des élèves qui l'ont... La troisième partie, c'est ces peintures cubistes. Donc, et peut-être qu'il y aura une suite l'année prochaine concernant les élèves. Justement, on y arrive pour parler des élèves. Alors, il a été donc, il a influencé beaucoup d'architectes de par le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont signé aussi des œuvres qui ressemblent un petit peu, qui vont vers... les immeubles de Télimni sont typiquement corbusiens. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'aérohabitat, donc il y a un de ses élèves. Il y a le pont du Télémy, qui est un immeuble-pont en fait, qui est un projet à petite échelle de ce qu'il voulait faire sur Alger à grande échelle, c'est-à-dire qu'il voulait faire un immeuble. La Villa Simonet. Aussi, oui. Simonet sur Elbert, très très belle villa que les gens méconnaissent. En fait, nous avons des chefs-d'œuvre que nous pouvons mettre comme ça en valeur. Ça sera peut-être le thème d'une de vos expositions prochaines, un futur Batimatech, probablement. Écoutez, j'aimerais aussi m'embarquer sur autre chose. Franchement, j'aimerais, avec mes confrères architectes, je peux leur lancer comme ça l'idée, je souhaite travailler sur une exposition sur Oscar Niemeyer aussi. Pourquoi pas? Donc, Oscar Niemeyer, parce que lui aussi, grand bâtisseur, disciple aussi de Corbu, et lui a réalisé des chefs-d'œuvre chez nous. En Algérie, et notamment l'université de Constantine, avec ses porte-à-faux incroyables, toute cette plasticité du béton, très belle exposition, avec des acteurs vivants qui pourraient venir, des Algériens, qui ont collaboré avec Oscar Niemeyer, et qui pourraient venir témoigner aussi. Voilà. Donc des témoignages vivants, des témoignages architecturaux, qui sont là, présents. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça, c'est oui, c'était déjà mon projet une belle aventure, ça. De continuer par Pouillon et ensuite Niemeyer. D'abord Pouillon
C'est vrai. Parce que Pouillon Ils ont laissé une a empreinte. réalisé vraiment beaucoup de choses en Algérie, hein. Une trentaine d'hôtels, tous les complexes touristiques. Bien avant l'indépendance, hein, avec le Dial Masso, les le logements, Dial Saada, les logements sociaux. ouais. Avec une empreinte Voilà. aussi mauresque, un petit peu. Oui, une adaptation Certaines. à la vie. à la vie locale, bien sûr, mais et puis Oscar Niemeyer par la suite. C'est les trois grands architectes qui ont marqué notre pays, donc européens en tout cas. Donc voilà, ouais, c'est en projet. Voilà. Alors, ce sont donc des architectes qui sont étudiés aujourd'hui par les universitaires, Je pense qu'il n'y Suivi. a aucune école d'architecture qui passent à côté. qui pourrait passer à côté de Le Corbusier, c'est impossible. C'est impossible, c'est le maître de l'architecture moderne. Oui, il y a beaucoup d'universitaires qui c'est font des impossible, thèses et quoi. des doctorats sur Le Corbusier, Pouillon, en Algérie, hein, ou dans des écoles en Effectivement, France ou c'est ailleurs. devenu, Hein. Moi, pendant mes études d'architecture, en première année, dès le premier mois, on nous a amenés à la ville de Poissy, on nous a laissé un mois là-bas, on nous a fait tout mesurer, D'accord. tout relever pour mais c'est, redessiner, et ensuite dessiner aussi des croquis de ce que l'on voit pendant un mois. Donc, Et c'est vous avez vraiment- vite compris le principe Non. vite Non, il m'a fallu C'est des difficile. années, mais le fait, apprendre justement, c'est répéter. Donc on dessine, et puis on comprend plus tard. C'est comme toutes Les les choses de lignes, la vie. Hein. les perspectives, On etc. comprend- si on Voilà. comprenait tout sur place. Et puis Le Corbusier, C'est un exercice. c'est la révolution, mais avec des choses simples. Voilà. Par exemple, passer de la fenêtre verticale, qui était d'un toit en pente, à un toit terrasse. La fenêtre verticale devient un bandeau, fenêtre en longueur. Ça nous Mais le- paraît simple, Ouais. mais c'était révolutionnaire. Alors pour les toits l'époque. terrasses, c'était pas que pour avoir une terrasse, ah, hein, ah. c'était pour avoir un solarium, pour pouvoir bronzer Exactement, à l'abri, exactement. c'est-à-dire protégé par des petits murets pour pouvoir bronzer à l'abri du regard, ou alors mettre une petite piscine, ou alors avoir un jardin sur le toit Suspendu, aussi, c'est-à-dire en aussi. gros un espace à vivre en plus. D'accord. Oui, Un espace oui, à qu'il vivre en soit, plus. voilà. Alors, il va y avoir aussi une lecture. Vous allez faire une lecture aussi de Durant le de l'œuvre, vernissage, ouais, donc, de Corbusier. donc un ami comédien, Sylvain, va lire un très très beau texte sur extrait de ce livre-là, qui est édité d'ailleurs chez Varzac. Chez Balzac.